les Philadelphia 76ers contre les Brooklyn Nets. Première affiche que l'on va analyser un petit peu ensemble. Jérémy, est-ce que ça t'inspire déjà quelque chose, peut-être en préambule globalement, avant de passer à l'identité de ces deux équipes? Déjà, ce que je trouve plutôt sympa dans les séries qu'on va avoir au premier tour à l'Est cette année, c'est que je pense qu'on n'a jamais eu une conférence Est aussi homogène. En tout cas, j'ai pas souvenir de l'avoir vue à ce point forte. Donc même une série comme Nets Sixers, qui est bon, on imagine quand même devrait pencher d'un côté plutôt que de l'autre. On a des effectifs suffisamment cohérents et suffisamment intéressants pour en tout cas avoir des choses dont on peut parler sur cette série. Et avec les Nets, on pensait les voir s'effondrer, ils ont réussi à tenir. Je pense qu'on y viendra, mais qu'ils n'ont pas énormément de marge de manœuvre, ces Nets, parce que je pense qu'ils ont carburé à fond dès le moment où ils ont été réunis à la trade deadline. Mais n'empêche qu'ils ont de vrais atouts, notamment d'un côté du terrain, qui fait que la série sera malgré tout disputée, même si le score ne reflètera pas forcément cet état de fait, quoi. Alors que je fais la petite transition pour, comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, vous montrer l'illustration signée Jordan QI Basket, le cofondateur, s'il en est bien évidemment. Et puis on va pouvoir rentrer dans l'identité de ces deux équipes après ce mot d'intro que je n'aurais pas fait mieux, bien sûr. Merci Jérémy. On va commencer peut-être par les Sixers en tête dans ce match-up, enfin meilleur classement dans ce match-up. Les Sixers donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Une très bonne attaque, 118 d'offensive rating, troisième égalité avec Boston et Denver, des chiffres cleaning the glass bien sûr, qui se centre autour de trois gros pôles, j'ai envie de dire, en termes d'attaque. Bien évidemment, en premier lieu, l'ISO sur Joel Embiid, qui, poste haut comme poste bas, est assez inarrêtable, fait parler sa domination physique, avec bien évidemment son duo, dans un deuxième temps, sur pick and roll avec James Harden, bien sûr. Et enfin, j'ai envie de dire un petit peu, pour prendre le relais de ce doublon de joueurs, Tyrese Maxey, qui fait toujours le taf en sortie de banc. Et au relais de James Harden et sur les lignes arrières, bien évidemment, avec peut-être un quatrième point qu'on ne cesse forcément de mentionner avec ces Sixers, et un des points forts de leur offense, c'est bien sûr la place de premier de la ligue au free throw rate, c'est-à-dire le nombre de lancers francs provoqués sur son possession. Ils en sont à 25, c'est assez largement les premiers de la ligue, on s'en doute bien évidemment au vu du roadster et de ses forces offensives. À côté de ça, c'est également une bonne défense, 10e au defensive rating, avec 114 points encaissés sur 100 possessions, donc une bonne moyenne, voire très bonne moyenne dans le top 10, avec en réalité peut-être quelques questionnements qu'on pourra avoir, si ce n'est ce premier tour, mais au moins certainement au fil de ces playoffs, avec notamment la dissuasion d'Embiid qui est inégale et on peut le dire quand même assez en baisse depuis 2 saisons maintenant, notamment certainement à cause de sa responsabilité offensive de plus en plus grosse, des gros problèmes au rebond, et Harden, Maxey qui sont certainement des points faibles sur les lignes arrière, mais on y reviendra. Les Nets, en termes d'identité, on peut le dire, il y a deux équipes, l'avant et l'après trade de Kyrie et KD. Est-ce que, Jérémy, tu peux en parler un petit peu plus, que je ne monopolise pas trop la parole? Le trade, je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, comme je disais en préambule, il signifiait quand même une chute dans les classements et on s'attendait à retrouver Brooklyn au play-in. Les changements qui ont été opérés, évidemment, c'est le départ d'abord de Kyrie Irving, qui entraîne l'arrivée de Dorian Finney-Smith et de Spencer Dinwiddie. Donc Dinwiddie qui revient un petit peu à la maison, là où il a fait ses gammes en tant que solide option offensive. Et Dorian Finney-Smith qui apportait une option intéressante parce que c'est à la fois un bon défenseur, un scoreur plutôt correct, notamment pour ouvrir le terrain. Et dans la foulée, KD demande lui aussi son trade comme on pouvait s'y attendre. Il obtient l'échange qu'il voulait avec Phoenix et débarque Michael Bridges, Cam Johnson et puis quelques autres options autour. Et en fait, on se retrouve avec une équipe qui manque effectivement d'une option offensive centrale et qui va beaucoup se tourner vers Spencer Dinwiddie pour finir les matchs, ce qui est plutôt honnête, mais manque quand même
dans des séries de playoffs un petit peu de panache. Une bonne surprise pour eux qui fait notamment qu'ils ont réussi à se maintenir, c'est Michael Bridges qui finalement franchit un cap offensivement, à la fois en prenant le volume qu'il a jamais pris à Phoenix, mais tout en gardant une efficacité extrêmement élevée. Et ça, peut-être que tu auras les chiffres et que tu pourras en parler après, mais les chiffres sont vraiment impressionnants parce que je pense qu'on s'était beaucoup à se dire que Michael Bridges ne pouvait pas arriver à un tel volume tout en maintenant l'efficacité qu'il a maintenue sur cette fin de saison. Et donc Brooklyn, grâce à une vraie capacité à défendre très fort, et je pense une cohésion d'équipe qui s'est fait immédiatement parce que pour les quelques matchs que j'ai pu voir directement après le trade, j'étais assez impressionné de la cohésion défensive qu'ils montraient de manière quasiment immédiate et naturelle. Et en fait, leur grande force, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs capables de switcher, de défendre dur, et qu'ils ont gardé un petit peu les options à l'intérieur qui étaient intéressantes, comme Nick Claxton, qui leur permettent d'être, s'ils ne sont pas une équipe qui fait peur offensivement, d'être une équipe qui va fatiguer l'adversaire défensivement et qui arrive du coup à arracher pas mal de matchs. Donc une équipe assez plaisante finalement à voir et assez surprenante. Ils ont réussi à rester top 6 à l'Est et c'était pas gagné cette année. Tu l'as dit, l'identité défensive de l'équipe, c'est ce qui saute aux yeux vraiment dans ce match-up. Et peut-être le plus grand motif d'espoir de cette équipe des Nets. Une identité défensive, donc, tu l'as dit, avec beaucoup d'ailiers intéressants et l'aspect switcho, là. Nick Claxton, tu l'as dit, le big qui peut switcher, qui a des capacités aussi en termes de domaine. Et puis Michael Bridges, on peut citer Dorian Finney-Smith également. Et on l'a aussi peut-être Royce O'Neal, qui est plus arrière peut-être. Mais à côté de ça, une offense qui, malgré tout, bon, c'est un petit peu cassé la gueule. Alors, tu parlais de l'amélioration, l'explosion, l'évolution de Michael Bridges. Je pense que ça va être quelque chose qui va être intéressant à regarder sur cette série, voir s'il le confirme, bien sûr, en playoff. Et il va être certainement extrêmement responsabilisé, voir à quel point aussi il va pouvoir encaisser ce volume offensif nouveau, tout en défendant ou pas, parce que c'est toujours la difficulté de pouvoir faire les deux en même temps à très haut niveau, avec un très gros volume offensif et une très grande responsabilité. Ça va être encore, je trouve, une question à voir du côté de Michael Bridges. Et puis quelques chiffres pour quand même placer un petit peu l'équipe, parce que je notais quand même, malgré cette cohésion défensive dont tu parlais, que je rejoins totalement ton analyse, et malgré cette identité-là qui donne envie potentiellement pour le futur et de se dire qu'il y a peut-être la place de faire des choses ou au moins d'avoir des assets intéressants. Malgré ça, offensivement, on passait du 9e offensive rating de la ligue au 24e après les trades de Kyrie et KD, bien évidemment. Et puis globalement, je ne sais pas si on peut le dire, peut-être c'est un petit peu fort, mais j'ai un peu l'impression aussi que cette équipe des Nets, elle est mieux classée que ses dernières performances et que son niveau peut-être actuel. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Je pense que elle hérite déjà du classement de l'équipe précédente et d'une dynamique. Potentiellement du fait que c'est une équipe qui a joué à fond toute la période post-trade deadline et qu'elle a pu prendre des matchs contre des équipes qui des fois étaient un peu moins mobilisées parce que déjà loin dans le classement, ou au contraire déjà haut dans le classement et qui ne pensaient pas arriver face à une telle intensité. Donc je pense que ce qui fait qu'ils sont surprenants, c'est qu'en fait ils ont probablement beaucoup moins de marge de manœuvre que d'autres équipes qu'ils ont affrontées et qu'ils ont pu battre par moment. Donc c'est un petit peu l'idée, quoi. Ilmatic qui nous dit ils ont un net rating négatif, les Nets, depuis les trades. Ça met aussi un petit peu de l'eau à mon moulin. Pour revenir par rapport à la série et puis voir un petit peu comment ça va s'articuler, justement, on parlait d'équipe défensive et d'identité défensive du côté des Nets. Malgré ça, est-ce qu'ils ont vraiment une solution contre Embiid ? Je vous le dis, dans mon brouillon, j'ai mis aucune solution contre Embiid. C'est peut-être un petit peu dur. Jérémy, est-ce que tu confirmes ce statement de ma part, ou est-ce que peut-être il y a quand même des solutions ? Moi, j'ai un peu l'impression que malheureusement, face à un big aussi dominant physiquement, ça va être un petit peu difficile pour une équipe qui est un petit peu plus dans le switch avec des ailiers. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense un petit peu la même chose, c'est que le tirage, il est limite. C'est pas vraiment on va dire, le bilan de l'équipe adverse qui est problématique, c'est plus le fait que c'est peut-être la pire option. En tout cas, Embiid est la pire option à mettre en face de Nick Claxton, à savoir que c'est quelqu'un qui est un joueur qui est très switchable, et même si ça reste un bon défenseur sur l'homme, il y a, je pense, une différence de poids et de puissance qui est assez marquante, et on sait à peu près que la seule chose que va pouvoir faire
Brooklyn, pour essayer de limiter son impact, c'est peut-être des prises à deux. Et finalement, est-ce que vaut mieux pas isoler Embiid et peut-être justement essayer de couper la tête du serpent en coupant justement plutôt James Harden et en essayant de ruiner un petit peu la circulation de balles et le playmaking global de l'équipe plutôt que de faire un plan contre Embiid qui risque de toute façon de coûter un peu cher. Et en fait, je pense qu'on verra les deux et qu'il y a peut-être un plan qui va ressortir au bout de 2-3 matchs, mais je sais pas, ce sera pas déjà peut-être trop tard pour Brooklyn pour enchaîner quoi. C'est drôle parce qu'en fait, on avait pratiquement la même discussion à la même époque la saison passée en parlant de la série contre les Raptors. Et on s'était dit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment pour les Raptors de solution face à Embiid. Là, c'est un petit peu la même chose. Et on s'était dit, on va... Du côté des Raptors, ça semble en tout cas s'orienter vers une solution un petit peu plus simple, ce serait d'isoler Harden, son playmaking, et faire dérailler un petit peu plus l'offense globale de Philly en isolant Embiid comme tu le disais. Le point fort des Nets, on le rappelle, encore une fois, des ailiers défensifs, des ailiers arrière défensifs, Royce O'Neal, Dorian Finney-Smith, Michael Bridges. On peut même peut-être mettre Nick Claxton dans ce chapeau-là pour gêner Harden, assez puissant et mobile pour le gêner en 1 contre 1. Faire le pari de le gêner assez au scoring sans forcément venir aider pour aussi limiter son playmaking et l'obliger à sanctionner en 1 contre 1. Il y a par contre, moi je trouve, et tu me diras ce que tu en penses, 2 gros désavantages vis-à-vis de cette solution et vis-à-vis de cette solution, surtout par rapport à la saison passée. Harden est meilleur que la saison passée tout simplement. On l'a vu la saison passée, il avait potentiellement un vrai problème d'efficacité sur son scoring en isolation. Cette année, il a de meilleures stats et il retrouve une certaine efficacité en 1 contre 1 toute la saison. Il a retrouvé cette efficacité en 1 contre 1 toute la saison. Et puis, surtout, je trouve que même s'il y a de beaux profils du côté de Nets, je trouve que les ailiers sont quand même moins forts que ceux qu'il y avait à Toronto. Et surtout, ils vont certainement, notamment pour Michael Bridges, être un petit peu plus responsabilisé offensivement, et je ne sais pas si il y aura autant de turnover et autant d'implications défensives sur Harden. Qu'est-ce que tu vois à peu près là-dessus? Est-ce que ça te semble cohérent? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir autant de succès malgré tout pour les Nets comme on a pu le voir avec les Raptors l'an passé? Non, alors effectivement, je pense pas non plus, d'autant que j'ai un souvenir qui est légèrement différent du tien. C'est-à-dire pour moi, j'ai en mémoire qu'on pensait que Toronto était potentiellement l'équipe qui pouvait faire un peu le gros upset du premier tour. Notamment parce qu'ils avaient énormément d'options effectivement sur les ailes et à l'intérieur, et que même s'ils n'arrivaient pas nécessairement à stopper un bid, ils avaient comme tu dis, le moyen de construire une défense beaucoup plus efficace, et ils avaient la taille pour gêner. Et je vois pas cette taille chez Brooklyn. Et effectivement, en plus de ça, ils ont peut-être pas une option offensive aussi forte comme Pascal Siakam et les relais qu'il avait autour de lui avec des Fred VanVleet. Et donc je pense que s'ils veulent arriver en tout cas, ils vont devoir se reposer, comme tu dis, sur Michael Bridges, et que potentiellement c'est un petit peu l'énergie qui va manquer et la faculté à scorer en retour face à une équipe des Sixers qui je pense un peu plus cohérente que l'année dernière, et surtout plus en forme avec un James Harden qui est plus piquant, et même globalement ils ont eu moins de soucis de blessures pour finir la saison. J'ai l'impression que ils sont plus dangereux, donc cette équipe elle devrait se faire balayer quand même assez facilement quoi. Je me demande s'il ne vaut pas tester par moment Dorian Finney-Smith sur Embiid, plus Claxton en aide derrière. Noxito, ça c'était Guillaume dans le chat, et Noxito qui répond également: l'efficacité des prises à 2-3 suivie d'une couverture réussie lorsqu'Embiid ressortira le ballon sera, à mon sens, l'une des clés côté Nets. Je fais même les traductions, oh là, incroyable. Et assez parlé de moi qui nous dit: après, il y a des strip clubs dans la région de Brooklyn. Effectivement, autre moyen de défense de James Harden, très sous-coté et très efficace pour autant. Les Raptors avaient une vraie stratégie sur les rebonds offensifs l'an passé. Brooklyn n'est pas très bon dans ce domaine, il me semble, nous précise Ilmatic Man. C'est vrai, et on pourrait voir également, effectivement, ce sera peut-être une des raisons aussi, peut-être de malgré tout essayer, comme tu le disais, pendant quelques matchs, peut-être au début, ou alors peut-être ensuite plus tard dans la série, de malgré tout quand même potentiellement tenter l'inverse. Donc c'est vraiment essayer de défendre correctement sur Embiid
et laisser les autres gérer, comme le suggérait Nexito, les sanctions à côté. Il y a quelques solutions potentielles à tester du côté des Nets. Est-ce qu'on y croit réellement? On est plutôt sceptique, vous l'aurez compris. La problématique, c'est que de l'autre côté du terrain, on se demande aussi s'ils peuvent vraiment survivre. Tu parlais de Michael Bridges qui aura un poids offensif plus grand sur les épaules. Tout à l'heure, tu nous parlais aussi de Spencer Dinwiddie qui était extrêmement responsabilisé de ce côté-là du terrain. Ce sont un peu les seuls initiateurs. À côté de ça, on a potentiellement des match-ups défensifs intéressants et du personnel défensif intéressant du côté de Philly à mettre face à ces deux joueurs. Je pense notamment à DeAnthony Melton et PJ Tucker. D'ailleurs, la titularisation de DeAnthony Melton dans le 5 aux côtés d'Arden, ça a été, je trouve, un des bons moves de la part de Doc Rivers cette saison et un tournant quand même dans le jeu de cette équipe. Avec en plus, derrière potentiellement la dissuasion d'Embiid après le premier rideau opposé par ces deux joueurs. Et puis le restant des joueurs offensivement du côté des Nets, ça reste des joueurs de fin de chaîne. Est-ce qu'il y a d'autres motifs d'espoir du côté des Nets? Est-ce que vraiment leur seul salut offensif viendrait de l'explosion et la confirmation de l'évolution de Michael Bridges? Est-ce que tu y crois un petit peu de ce côté-là du terrain pour les Nets? Est-ce qu'il y a quelques espoirs, Jérémy? Non, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une option qui ressorte de manière un peu évidente ou une source d'espoir à aller chercher derrière un joueur. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que finalement, tu es extrêmement dépendant de deux options, dont une qui n'est pas une option une naturelle et une autre qui est un peu une option qui se découvre en attaque. Et c'est ce qui va pêcher, d'autant que tu dépends de Spencer Dinwiddie, qui est lui-même un joueur que tu peux cibler, donc ça casse aussi on va dire l'esprit d'équipe qui peut défendre à 5, qui était un petit peu, je pense, la sortie qu'on imaginait pour cette équipe de Brooklyn. Donc malheureusement, c'est quand il y a une telle différence de talent, même en ayant un bon schéma et même en ayant beaucoup de bonnes intentions, ça devient difficile de s'en sortir. Donc ouais, je pense sincèrement que la série pourrait tourner assez court si les Sixers ne passent pas à côté, comme ils peuvent des fois le faire, notamment des fois peut-être un peu par suffisance ou par manque d'implication, quoi. Ou par le coaching, assez parlé de moi, qui nous dit franchement, Ouais, je j'espère voulais pas le dire. une disaster class au coaching des deux côtés. Lui, il espère avec Von du côté des Nets. Rien n'est impossible pour Doc Rivers, j'aurais tendance à dire. Ça peut peut-être être un motif d'une série un petit peu plus longue. Vous aurez compris, c'est peut-être la série qui semble le plus déséquilibrée sur le papier de ce qu'on pourrait relever nous. Hormis les frasques potentielles d'un Doc Rivers, est-ce que tu aurais des choses à voir? Moi, c'est vrai que je vais surtout regarder, si je regarde cette série, ce sera surtout pour Michael Bridges, voir un petit peu comment il s'en sort en termes de responsabilité offensive d'un côté, mais comment il arrive à garder ou non les efforts défensifs. Est-ce qu'il arrive à vraiment se confirmer comme un two-way player potentiel, et comment il pourra s'inscrire peut-être dans ce projet des Nets au futur? C'est peut-être ce qui m'intéresse le plus dans la série en réalité. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais voir toi de ton côté? Non, mais je pense que il y avait le message de DJ Thunderbird qui disait en gros, est-ce que les Nets vont pas accepter de prendre leur tarif par Embiid et essayer d'étouffer tout le reste? Moi, c'est un petit peu ça qui m'intéresse, c'est de voir quelles options ils vont choisir défensivement. Est-ce qu'ils vont un petit peu tout tenter ou est-ce qu'ils ont un plan qui peut réellement fonctionner et leur permettre de prendre peut-être un match ou deux de plus que prévu, pousser la série un peu loin. Et en fait, dans ce cas-là, c'est peut-être une piste aussi pour les équipes à venir sur la manière de vraiment faire dérailler l'équipe de Philly en demi-finale de conférence ou en finale de conférence. S'il y a quelque chose qui ressort, est-ce qu'on peut vraiment finalement trouver un moyen de stopper Embiid comme certaines équipes à une époque arrivaient à trouver des moyens de freiner Giannis, par exemple les Raptors en 2019, ou est-ce que à l'inverse c'est juste isolons-le, comme on a pu voir par exemple, je sais pas, les Warriors faire l'année dernière avec Memphis et dire il y a un joueur qui va mettre ses 36-40 points mais c'est pas très grave. On a la faculté à finalement à limiter un groupe qui des fois peut être décevant, parce que Tobias Harris n'est pas le joueur attendu, parce que James Harden a pu avoir des difficultés en playoff.
Donc ouais, c'est peut-être la partie qui m'intéresserait le plus dans cette série, même si j'avoue que je vais peut-être plus regarder les 2 autres, pour être honnête. Et là surgit Super Saiyan, Tobias Harris nous dit assez parlé de moi, mais en étant très moqueur, je rappelle que Tobias Harris, la saison passée, fait une incroyable série face aux Raptors. D'ailleurs, à peu près tous les roleplayers, je trouve qu'ils avaient cartonné, ça avait un peu niqué le plan de jeu des Raptors, c'est que Harden ressortait en un coup et pouf, ça plantait à 3 points. Et oui, je suis désolé, re-regardez la série, mais vous allez voir, Tobias Harris c'est très bon sur cette série. C'est comme ça My bad arrive. alors. Tout arrive, tout arrive. DJ Funover qui dit: ce qu'on veut voir chez les Nets, c'est la reconstruction après la fin de saison. Et il y aura des choses intéressantes à voir du côté des Nets parce que des assets potentiellement tradables avec une grosse valeur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes tout autour de Michael Bridges? Est-ce que tu fais des petites retouches? Est-ce que tu as vraiment les moyens d'eux? Est-ce que tu es obligé de passer par du trade et un peu de tanking pendant quelques temps? Je ne sais pas. Ce sera à débattre bien sûr dans d'autres lives et pour d'autres sujets. Bien sûr, nous n'en sommes pas là et on espère quand même que cette série puisse être intéressante malgré tout. Peut-être comme tu le disais au début, que malgré peut-être un 4-1, 4-2, c'est vers ce genre de résultat que tout le monde se dirige à peu près quand je regardais un petit peu les pronos de tout le monde. Peut-être que malgré tout, on peut, malgré ce résultat-là de série, peut-être on pourrait avoir quand même des matchs un petit peu serrés ou pendant au moins 3/4 temps ou quelque chose qui soit un petit peu regardable. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce Sixers Nets? Non, pas réellement. Je pense qu'effectivement, de toute façon, en préambule, on le disait un peu, hein, il y a des failles trop évidentes pour que il y ait vraiment des petits détails qui changent la série, enfin, je crois. Ça va se jouer surtout sur des grandes lignes et espérons effectivement que les Nets arrivent, en s'arrachant notamment défensivement à nous donner quelques matchs, à suspense. Parce que finalement quand même en play-off, la qualité du jeu est importante, mais le fait d'avoir des fins de match où on peut voir, les rencontres basculer, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, quoi.